Bienvenue sur Unique et Libre, le podcast dédié aux femmes hypersensibles qui osent montrer au monde leur lumière. Je suis Jennifer, professeure de yoga, coach et entrepreneur holistique, et ma mission est d'aider les femmes hypersensibles à refléter leur vérité, à prendre soin de la puissance de leur corps pour véhiculer leur puissance intérieure, afin de créer une vie d'abondance, d'harmonie et d'épanouissement. Une vie où elles sont libres d'être elles-mêmes et d'exploiter leur plein potentiel. Grâce au yoga, au développement personnel et à différents outils holistiques. Alors c'est parti! Hello et bienvenue pour cette troisième et dernière partie de notre série autour de l'endométriose. Tu as pu remarquer le titre de cet épisode, je n'ai pas mis souffrir pour exister. Là, je vais parler de le cheminement vers la guérison. Donc, je t'invite vraiment, si tu n'as pas écouté les deux autres épisodes, surtout si tu tombes sur celui-ci en premier, à écouter d'abord les deux autres. Ça va te permettre déjà de comprendre qu'est-ce que l'endométriose, qu'est-ce que la maladie. Peut-être que si tu n'es pas atteinte d'endométriose, mais si tu es atteinte, tu auras des pistes un peu plus profondes d'informations pour t'aider à mieux la comprendre. Et la deuxième partie, c'est autour de mon parcours, donc mon histoire, que ça soit de mes premières menstruations jusqu'à mon diagnostic. Et donc là, dans cette troisième partie, je vais te parler de mon cheminement, de tout ce que j'ai fait vraiment, de toute mon hygiène de vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc j'ai pris quelques notes un petit peu pour essayer de pas trop me perdre. Je ne sais pas trop combien de temps va durer cet épisode. Donc je t'invite à t'installer confortablement et on va commencer. Donc j'ai décidé déjà de le faire en deux parties. C'est-à-dire que la première partie, je vais te parler un peu plus du côté plus pragmatique, ok, de ce que j'ai mis en place par rapport à mon alimentation, mon hygiène de vie. Et la deuxième partie, je te parlerai un peu plus du côté plus subtil, énergétique de ce que je fais, donc ça, que ça soit mes routines, mais également les différents thérapeutes que j'ai consultés. Et enfin, je te parlerai aussi un peu de ma vision de la maladie. Donc voilà, donc ça va être un programme assez riche. On va commencer, donc je vais reprendre un tout petit peu par rapport à l'épisode précédent. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà depuis mon diagnostic? Il faut que tu saches que je ne prends aucune contraception. Donc ça, c'est vraiment un choix personnel. D'accord, comme je l'ai dit, on est toutes différentes. Si toi, tu es atteinte d'endométriose et que tu as besoin de prendre une contraception parce que pour toi, c'est peut-être le moyen le plus simple de soulager tes douleurs, c'est ton choix. Il n'y a pas de bon, mauvais choix, encore une fois. Je vais pas te dire c'est mal, c'est pas bien. Bref, moi je suis vraiment pas là pour ça. C'est-à-dire que tu fais en fonction de toi, de tes intuitions, de tes ressentis, de ce à laquelle également tu crois. Donc ça c'est vraiment très très important. Donc c'est pour ça que je respecte tes décisions, tes choix et je te partagerai les miennes. Donc en fait je veux plus prendre la pilule, j'avais déjà arrêté bien avant le diagnostic, donc ça je t'en parle dans l'épisode précédent. Tout simplement parce que pour moi c'est déjà des hormones, ok. On n'est même pas sur des hormones qui sont naturelles, on est sur des hormones synthétiques. Pour moi c'est rajouter une complexité à son corps et en plus rajouter un risque de dérèglement hormonal assez important et des maladies futures ou autres. Ok. Donc j'irai pas plus loin par rapport à ça, comme je t'ai dit, c'est vraiment pas le sujet de cet épisode. Peut-être qu'un jour je te ferai un épisode autour de la pilule contraceptive et de tout ce qui va être contraception hormonale. Voilà, moi c'est mon choix personnel.
C'est aussi, un choix parce que j'avais besoin déjà de purifier mon organisme par rapport à ça et parce que pour moi, dans mon cheminement aussi de vie, je me tourne de plus en plus, et bien avant, hein, que j'ai eu ce diagnostic de l'endométriose, c'était vraiment lors de mon premier voyage en Angleterre où, j'ai commencé vraiment à cheminer intérieurement sur ma façon, de vivre. Donc j'avais repris le sport, j'avais repris du coup l'alimentation, donc je m'étais intéressée aussi bah, à l'alimentation. Donc forcément, quand tu t'intéresses, alors forcément, oui, non, ça dépend, voilà, on n'est pas forcément obligé de s'intéresser à ça, hein, ça dépend encore une fois de ta sensibilité. Ça peut ouvrir des portes ou ça peut ne pas en ouvrir. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, ça m'a ouvert des portes, ok? Donc ça m'a ouvert des portes du coup sur ma manière de consommer, ma manière de voir le vivant, d'accord? Et quand je dis le vivant, c'est aussi la nature, les animaux, etc., etc. Vraiment tout ce qui nous rattache aussi à cette terre. Et pour moi, il y a vraiment euh, ce besoin en tout cas d'être dans quelque chose de connecté, dans l'union aussi avec mon corps et ce que je lui donne. Voilà, tout simplement. Pour moi, c'est un respect peut-être de mon corps, même si il souffre. Et du coup, ça me place du coup dans de l'écoute profonde et vraiment dans du sacré, hein, ce que je disais à la fin de l'épisode 2 où l'endométriose nous porte dans une écoute profonde intérieure. Mais ça, j'en reparlerai plus sur ma vision par rapport à la maladie. Et du coup, moi j'avais ce besoin en fait de me comprendre, c'est-à-dire que en tant que femme, si je voulais agir sur ma santé, il fallait aussi que je me comprenne. Donc c'est-à-dire, oui d'accord, mon corps de femme, la manière très physiologique de fonctionner, donc c'est aussi se reconnecter à mon cycle menstruel, bah, savoir bon bah en fait qu'est-ce qui se passe, comment fonctionnent mes hormones, à quel moment elles interviennent, etc. etc. Donc c'est pour ça que quand tu es sous un contraceptif hormonal, malheureusement, ça peut freiner, même couper directement ce lien en fait avec le corps, avec nos ressentis, avec notre énergie aussi féminine, donc notre énergie féminine qui regroupe aussi nos intuitions, qui passent également par le corps, ok, nos émotions, etc., etc. Donc pour moi, c'était quelque chose de nécessaire et je ne reviendrai jamais en arrière par rapport à ça. Donc ça nous porte aussi à nous intéresser à des techniques autres hormonales par rapport à la contraception, ok, si je parle vraiment de la sexualité. C'est-à-dire que t'as pas que la contraception hormonale comme moyen de te protéger, d'accord? Donc je t'invite à te renseigner, hein, donc préservatif, il y a aussi la symptothermie, etc., etc. Il y a d'autres techniques qui existent. Donc du coup, la première des choses, c'est que ça te replace déjà dans ton pouvoir personnel en tant que être dans un corps de femme, ok? De comprendre comment je fonctionne, de comprendre ma fertilité. Tout ça, ça te donne du pouvoir, bien entendu, pour comprendre bah, ta maladie et pouvoir agir dessus. Et donc moi, dans mon processus, dans ce chemin de guérison, pour moi, il fallait que j'aille à la source en fait. Donc pour aller à la source, bah, j'étais obligée quelque part, c'est mon choix, je le redis, de couper un petit peu ce qui m'empêchait de ressentir. Et c'est chaud en fait. C'est chaud parce que ça j'en parlais dans le deuxième épisode, bah, c'est que déjà j'ai eu pas mal de conséquences avec l'arrêt de cette pilule, parce que bah, ton corps d'un coup il se retrouve avec non seulement un excès d'hormones chimiques, mais en plus il va retrouver aussi ses hormones naturelles. Donc je te raconte pas le gros bordel ce que c'est. Donc il y a eu tout ça, et puis bah, forcément, tu as les douleurs bah, qui sont là, donc ça t'oblige à apprendre aussi à gérer la douleur d'une manière différente.
La douleur, je vais, en reparler un petit peu. Je ferai une petite aparté, par rapport, à ça parce qu'on m'a demandé enfin j'en ai quand je discutais avec, d'autres personnes, par rapport à l'endométriose, quand j'ai sorti les 2 autres épisodes où on parlait justement de, cette douleur et je voulais vraiment expliquer pourquoi en fait, les douleurs avec l'endométriose, elles sont assez importantes et par moment, donc les anti-inflammatoires ne soulagent pas forcément. Ça, je vais en revenir, ok? Donc, par rapport à ce que j'ai mis en premier en place, donc d'abord ce qui a changé au fil de mes lectures et de mon cheminement, donc quand je suis rentrée déjà de l'Angleterre, j'avais déjà changé mon alimentation et c'était pas en premier par rapport c'était pas en premier par rapport à l'endométriose. Quand j'ai changé mon alimentation, c'est parce que je faisais du sport, ok? Je faisais de la muscu, etc. Et donc, je me suis réintéressée à comment je mangeais, donc pas forcément pour... oui, c'était un peu pour prendre un petit peu de muscle, voilà. Donc, il y a des choses aussi que j'avais arrêtées en lisant d'autres livres, dont celui de Gilles Lartigot, donc Hit 1, Hit 2, qui reprend hein, un petit peu le principe de l'alimentation et que j'avais découvert avant bien de lire ces livres sur la chaîne Tistria, sur, je crois que c'est le pouvoir ou la puissance de l'alimentation, je me rappelle plus, je te le mettrai dans les notes de cet épisode. Donc tout ça, en fait, ça m'a questionné sur la manière dont je mange, qui est comment je mange. Je me suis dit qu'il y a, enfin, l'alimentation, c'est vraiment ton premier médicament, ok? Ce que tu vas ingurgiter dans ton corps, ça va déjà te permettre de te soigner quelque part, hein. Je veux dire, on peut sentir déjà la différence quand tu as une alimentation qui est mauvaise pour ta santé, par exemple beaucoup de junk food, beaucoup d'alimentation, d'aliments industriels, beaucoup de choses qui sont sucrées, qui sont gras, qui sont au final des calories qui sont vides et qui t'apportent pas d'énergie, mais au contraire qui t'en prennent plus qu'autre chose. Donc déjà, je me suis reconnectée en premier à mon alimentation. Donc j'ai basculé sur une alimentation végétarienne. Ok, donc j'avais déjà éliminé la viande rouge. Je mangeais plus de viande rouge depuis plusieurs raisons. Après, j'ai jamais été quelqu'un qui mangeait beaucoup de viande. Même depuis petite, je veux dire, j'arrivais, voilà, je laissais toujours un bout de viande. C'était pas forcément mon truc, quoi. Donc, moi, c'est pas un gros besoin, même si je sais qu'il y a des gens qui ont besoin à chaque fois de manger leur viande. Ok, maintenant, je veux dire, il y a des études qui ont été prouvées par rapport à la viande rouge notamment, comme quoi ça a des effets nocifs sur notre corps, alors que ça crée de l'inflammation, c'est aussi cancérigène, etc., etc. En plus de ce que la bête aura ingurgité, hein, donc hormones, vaccins, enfin vraiment des engrais, des pesticides, enfin, vraiment toutes les merdes. Donc voilà, donc c'est ce qu'on retrouve là-dedans. C'est mon choix. Je le répète vraiment et je crois que je vais le répéter peut-être un milliard de fois dans cet épisode. C'est un choix personnel. Je ne te dis pas d'arrêter de manger de la viande. Tu fais ce que tu veux. Le but, c'est si tu manges de la viande, d'accord? Renseigne-toi vraiment sur la viande sur laquelle tu manges, d'où vient cette viande. Essaye de manger une viande qui est biologique, essaye de te renseigner sur comment la bête a été traitée, d'accord? Donc ça, c'est aussi, on parle de ta sensibilité en fonction de si tu crois aux énergies ou pas. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand tu vas manger un animal, tu auras aussi son énergie que tu vas prendre. Donc si tu es sur une bête qui a été stressée, maltraitée, ça va se ressentir sur la viande, ta manière dont tu vas l'ingurgiter, ta digestion, etc. etc. Si tu as envie de manger de la viande, encore une fois, bah, comme je t'ai dit, renseigne-toi bien. Maintenant, il y a plein d'études qui ont par rapport à la viande rouge. Et essaye, si tu es une grosse mangeuse de viande, de réduire déjà peut-être ta consommation de viande. Ok. Normalement, je crois que la viande rouge, c'est à peu près 2 fois max par semaine. Ok. Alors que tu as des gens qui en mangent tous les jours. Mais ça, chacun fait ce qu'il veut. D'accord? Donc, par rapport à l'alimentation.
Donc j'avais basculé sur une alimentation végétarienne, choix personnel, choix de ma santé, choix de mes principes, encore une fois. Et déjà, je me sentais mieux par rapport à ça. Et en fait, j'avais par contre, euh, je consommais en fait beaucoup de produits à base de soja. Alors, concernant le soja, il y a plein d'études qui vont te dire que déjà c'est bon pour ta santé, par exemple dans les pays d'Asie où ils consomment beaucoup de soja, surtout le soja fermenté qui va avoir de nombreuses vertus, qui est riche en minéraux, etc. Et du coup, ça a des effets sur le corps. Ok. Si tu consommes du soja qui est hors fermentation, encore une fois, si tu consommes de soja bon, bah, euh, qui vient pas peut-être de France, donc déjà dans les autres pays, des fois tu as souvent des OGM, et en plus, voilà, si t'as pas un soja qui est bio. Du coup, il y a des études voilà, qui disent en fait, tu as des aliments, si tu veux, qui favorisent les phytoestrogènes. Donc, phyto qui vient, des oestrogènes qui viennent à partir des plantes. Il n'y a pas d'études en fait qui te prouvent exactement si ça va avoir un impact sur ton endométriose. Je rappelle que l'endométriose c'est un excès d'œstrogènes, mais en prévention, on conseille de limiter la consommation de ces phytoœstrogènes vu qu'on n'est pas encore sûr si c'est bénéfique ou pas bénéfique. Donc moi je consommais pas mal de tofu par exemple, de choses à base de soja, parce que c'était aussi au début un petit peu de cette alimentation végétarienne où tu trouvais beaucoup d'aliments à base de soja. Aujourd'hui ça change, c'est-à-dire qu'aujourd'hui maintenant tu as de plus en plus d'aliments qui ne sont pas forcément à base de soja ou qui peuvent être à base de pois chiches, à base d'autres légumineuses, enfin vraiment d'autres choses. Pareil pour le lait, maintenant tu retrouves des laits végétaux à base de coco, amandes, riz, avoine, etc. etc. Donc si tu veux, moi j'avais continué à consommer comme ça. J'avais aussi arrêté les produits laitiers, donc ça aussi c'était un deuxième choix en plus de la viande. Tout simplement parce que déjà j'avais de l'acné, même si mon acné s'était calmé. Quand j'ai arrêté les produits laitiers, j'ai plus eu autant de problèmes d'acné. Vraiment, mais rien. Mon acné, ma peau aujourd'hui et la peau que j'avais avant, ça n'a rien à voir. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui je n'ai plus du tout de boutons. Il m'arrive d'en avoir, ça va dépendre de plein de facteurs. Déjà du type que tu as de peau, donc si tu as une peau grasse, mixte, etc. Donc où tu sécrètes plus de sébum. Bref, c'est pas le sujet de l'épisode de l'alimentation. Bien entendu, si tu manges pas bien, bon bah t'as un risque aussi d'avoir des boutons. Et en fonction de ton cycle menstruel, ok, qui peut suggérer un léger, vraiment léger dérèglement hormonal. Donc moi j'avais supprimé les produits laitiers, donc je me sentais mieux même au niveau de ma digestion. Donc ça, c'était avant mon diagnostic. Avant mon diagnostic, j'ai fait mon diagnostic en mai 2022. Voilà. Avant ça, je suis allée voir en fait une nana à La Réunion qui est spécialisée dans la nutrition, micronutrition, etc. Et donc moi je suis allée la voir par rapport à l'endométriose parce que je me suis dit ok, même si j'ai une alimentation saine entre guillemets, c'est-à-dire que je mange quand même une alimentation végétarienne où je sais cuisiner, hein, le régime, on va dire végétarien, d'accord? Végétarien, c'est pas juste tu manges de la salade, des crudités et puis basta. Donc ça, si tu sais pas, je te conseille pas de le faire, tu vas créer plus de problèmes qu'autre chose. Donc il faut vraiment bien se renseigner, bien manger, bien varier aussi tes aliments pour pas que tu aies de carences et que tu aies tes bons apports, que ce soit en protéines, en légumes, en légumineuses, féculents euh, euh, tes glucides, enfin vraiment tout ça. Du coup, moi je suis allée la voir parce que je me suis dit, bon, je vais quand même me réintéresser par rapport à mon alimentation. Même si moi j'avais cette sensation d'avoir une alimentation qui était relativement saine, je me suis dit, je suis sûre qu'en fait je peux quand même faire mieux. Et du coup, je suis allée voir cette nana. Je lui ai dit, elle te fait remplir un gros questionnaire où elle te pose plein de questions. Donc moi, je suis allée lui dire, bah voilà, j'ai tel problème, j'ai des douleurs pendant mes règles, j'ai un fibrome, etc., etc.
Et en fait, on a eu aussi un entretien en visio par la suite. Et elle me disait, bah voilà, en fait, que j'avais un excès, qu'elle soupçonnait vraiment un excès d'œstrogène. Euh, et du coup, elle m'a fait un programme, en fait, pour purifier, entre guillemets, mon organisme. Quand elle m'a, en fait, envoyé ce programme, elle m'a dit, il y a des aliments à éviter, supprimer, et d'autres vraiment à favoriser. Dans tous les aliments qu'il fallait éviter ou supprimer, c'était ce que je mangeais au final en quantité assez importante. Donc c'était inflammatoire. En fait, elle m'a enlevé tout ce qui était inflammatoire. Et donc dedans, par exemple, tu avais du thé. Donc moi, je suis une grosse consommatrice à l'époque, hein, j'étais une grosse consommatrice de thé, le thé vert. Alors, le thé vert a des vertus, d'accord. Le but, on recherche, je te rappelle, toujours un équilibre. Donc le but, c'est pas de tout supprimer, c'est d'avoir un équilibre. Moi, tous les matins, je bois mon thé. Maintenant, j'ai changé. Ok, donc j'ai arrêté le thé. Pourquoi? Dans le thé, tu as de la théine. Théine qui fait qu'au bout d'un moment, tu peux créer de l'inflammation dans ton corps. Ça, c'est hyper important à retenir et je vais t'en parler aussi par rapport aux douleurs juste après. C'est-à-dire que ton corps, il est en inflammation, mais pas seulement. Donc, nous, on veut diminuer ce risque d'inflammation pour pouvoir justement soulager les douleurs. Donc, tout ce qui va être dans ton alimentation, tu as des choses qui sont inflammatoires. L'alcool, ça va être inflammatoire. Le thé, le café, tout ce qui va être également les produits laitiers, tout ce qui va être le gluten, tout ce qui va être aussi des légumes qu'on va mal digérer, par exemple les tomates, les aubergines, les poivrons. Tu as aussi par moment la pomme de terre, ça peut dépendre des personnes. Enfin bref, tu as énormément d'aliments en fait qui vont venir impacter l'inflammation. Alors si en plus de ça tu as des problèmes, tu as un côlon à cause de l'endométriose, un système digestif qui est affaibli, sensible, un microbiote, etc., bah, tout ça en fait, ça va engendrer un cercle vicieux avec d'autres déséquilibres. Donc mon premier conseil déjà, ce serait d'adopter une alimentation anti-inflammatoire. Ok. Moi, du coup, j'ai changé. Donc, comme je t'ai dit, j'ai fait ce programme qu'elle m'avait donné. Donc, c'était un programme qui durait à peu près 2 mois. Et ensuite, j'ai pu reprendre, on va dire, une alimentation normale. Même si, donc, elle m'avait aussi enlevé le soja, hein. Donc là, j'ai dit, ouais, je consomme trop de soja. Donc, j'ai complètement arrêté maintenant le soja. Je préfère pas prendre de risques. Même s'il n'y a pas d'études là-dessus, je préfère pas prendre de risques. Il y a d'autres aliments aussi que j'ai arrêtés, c'est-à-dire que tu as des aliments aussi, d'autres aliments, et ça des fois on n'y pense pas. C'est-à-dire que tu as des aliments, tu vas avoir des plantes aussi qui vont soit favoriser les oestrogènes, soit favoriser la progestérone ou autre. Et du coup, moi, je me suis dit, ok, bah en fait, j'ai déjà trop d'oestrogènes, donc on va déjà essayer de limiter. Même si on dit qu'il y a certains aliments en dehors du soja qui peuvent justement aider à neutraliser un petit peu cet excès d'oestrogènes. Mais c'est vraiment pas le but de l'épisode. Donc, j'ai modifié en premier mon alimentation. Aujourd'hui, c'est-à-dire que je peux quand même me faire plaisir. Je peux, même si j'évite au maximum, par exemple, tout ce qui va être gluten, quand je vais manger du gluten, bah, en fait, je me rends compte que mon corps le consomme mieux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si tout ce que j'avais avant, donc dans mon alimentation, comme ma manière de manger, etc., j'étais vraiment en trop plein, en excès. Donc, du coup, forcément, mon corps, il est déjà en train de lutter contre l'endométriose, et moi, je rajoute une charge supplémentaire. On veut être l'allié de son corps, on veut être l'allié de son mental. Ok. Donc pour ça, il va falloir mettre des choses en place qui vont t'aider à travailler main dans la main avec ton corps. Ok. Donc par rapport à l'alimentation, ça c'est le premier point. Je vais t'expliquer un petit peu par rapport aux douleurs et ce principe inflammatoire. En gros, quand tu as les douleurs, dans de l'endométriose, c'est pas seulement, je rappelle, pendant tes règles, ok? Tu peux avoir mal pendant tes règles, tu peux avoir mal après tes règles, ça va dépendre aussi du type d'endométriose que tu as, et dans ce cas-là, là, je te réfère à l'épisode 1. Donc, qu'est-ce qui se passe un petit peu? On a en gros une réaction inflammatoire dans le corps. Ok, on va y avoir une réaction inflammatoire qui va créer de la douleur. La douleur et pourquoi des fois les anti-inflammatoires ne sont pas efficace. C'est-à-dire que moi, je ne prends pas non plus d'anti-inflammatoires en dehors. Alors, ça m'arrive
des fois d'en prendre pendant mes règles parce que j'arrive pas au final à tenir, même si il y a des choses qui m'ont aidé, notamment les plantes, notamment un complément alimentaire que je prends maintenant depuis 6 mois et que je vais bientôt arrêter parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre en permanence. Mais il y a des plantes qui vont être l'allié vraiment de ton endométriose, par exemple des plantes progestatives qui vont t'aider à rebasculer et à lutter contre la douleur. D'autres plantes que tu peux prendre, comme je t'ai dit, en complément alimentaire. Tu as aussi des huiles essentielles qui vont t'aider. Encore une fois, attention avec les huiles essentielles, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont favoriser les œstrogènes. Donc ça, faut vraiment bien te renseigner là-dessus. Et donc, en dehors, moi, de mon endométriose, et ça j'allais dit dans l'épisode 2, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien qui me soulageait, même dans les anti-inflammatoires en dehors de mes règles, d'accord. Donc au bout d'un moment, moi je ne prenais plus rien. Je prenais plus rien parce que de toute façon ça marchait pas. On m'avait déjà mis sous codéine et ça me rendait malade plus qu'autre chose. Et après moi j'avais pas envie d'aller toucher à des choses encore plus fortes qui peuvent te rendre dépendant comme la codéine, hein, où tu peux être dépendant. Mais quand je parle de choses encore plus niveau au-dessus, bah là je te parle de la morphine. Moi mon truc c'est de pas tomber dans ce truc-là. Ok. Pour moi, c'est aussi quelque part, alors ça soulage, bien entendu, des fois t'en as besoin, comme je t'ai dit, moi, des fois, j'avais besoin, et même encore aujourd'hui, il y a des moments où quand je vais être dans mes périodes, par exemple, de menstruation ou autre, et que même si j'ai pris mes plantes, même si je me suis massée, même si j'ai pris ma bouillotte, même si je me suis allongée, même si... Eh ben, le corps, je sais pas qu'est-ce qui se passe, il y a peut-être trop d'émotionnel, peut-être une inflammation malgré tout qui est un peu trop importante, plus que d'habitude, qui fait que tu as besoin d'avoir quelque chose qui va te soulager. Par contre, en dehors de mes règles, il n'y a, si je vais prendre un ibuprofène, ça va rien me faire. Ok. Donc, ça c'est super important. C'est-à-dire que en fait, pourquoi certains anti-inflammatoires ne fonctionnent pas? C'est parce que, comme je t'ai dit, il va y avoir une réaction inflammatoire dans ton corps. Donc en gros, il va y avoir une irritation de la zone qui est concernée. En gros, les terminaisons nerveuses à proximité de la lésion vont être sollicitées et envoient un message douloureux. La douleur ne vient donc pas de la réaction inflammatoire. C'est pour ça que ça t'explique pourquoi les anti-inflammatoires ne sont peu efficaces sur l'endométriose en dehors des règles. C'est-à-dire que l'information est vraiment traitée au niveau du cerveau, mais pas seulement. En gros, je vais essayer d'être assez brève, c'est-à-dire qu'il existe 4 types de douleurs. Tu vas avoir les douleurs nociceptives. Donc, c'est-à-dire que les douleurs nociceptives, c'est que le système nerveux, il est intact et le système nociceptif joue son rôle. En gros, le système nociceptif, c'est le capteur sensoriel de l'information qui fait remonter au cerveau le fait qu'il y a une agression. Donc souvent ça peut être externe, par exemple tu viens de te brûler, tu t'es fait une fracture, mais ça peut être aussi interne. Par exemple tu as une infection, une inflammation, etc. Et là en fait tu vas avoir le système immunitaire qui va aussi intervenir pour soigner. Ensuite tu vas avoir les douleurs neuropathiques qui sont dues à un dérèglement du système nerveux qui fait que l'alarme s'enclenche ou reste vraiment enclenchée sans lésion tissulaire ni traumatisme. C'est donc l'information qui est en cause alors qu'il n'y a pas de menace. Donc ça peut être à la suite d'une cause externe, mais aussi l'effet secondaire d'une maladie, donc comme l'endométriose. Comme je t'ai dit, tu as de l'endométriose où tu peux avoir des douleurs neuropathiques. Hein, donc c'est aussi l'atteinte du coup des nerfs donc qui crée un dysfonctionnement de ces nerfs et ce qui peut produire en fait des douleurs dans tous les endroits où le trajet du nerf passe. Ensuite, tu vas avoir des douleurs qui vont être fonctionnelles, c'est-à-dire qu'il y a là, il n'y a aucune cause nociceptive ou neuropathique, donc c'est-à-dire c'est des douleurs souvent qui sont inexpliquées et qui peuvent provenir donc d'un dysfonctionnement corporel. Par exemple, tu peux avoir une modification des perceptions, ou tu as une douleur qui va persister alors qu'il n'y a plus de facteurs déclenchants comme par habitude, entre guillemets, mais qui peuvent aussi être provoqués par l'état psychologique.
Donc c'est par exemple le cas du syndrome du cœur brisé, d'un mal de tête provenant d'une dépression ou d'un état de stress post-traumatique, ok, ou un stress qui est chronique, ou d'une grosse anxiété, etc. Ok, il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres psychosomatiques. Nos émotions et nos pensées se traduisent dans notre corps. C'est pour ça qu'il y a des douleurs qui disparaissent lorsque la cause psychologique a été traitée. Enfin, la quatrième douleur que tu vas avoir, ça va être les douleurs mixtes. Donc en gros, tu vas avoir un combiné de tout ça, donc des douleurs nociceptives, des douleurs neuropathiques, des douleurs dysfonctionnelles, donc ça peut être et ou vraiment dans cet ensemble. Et il peut y avoir vraiment plusieurs couches, entre guillemets, de donc la cause de la douleur et plusieurs zones douloureuses. Pour moi, et donc ça c'est aussi là où moi je place mon endométriose, c'est-à-dire c'est dans cette case-là, et ça reviendra du coup au fait à ce que je t'expliquerai sur moi, ma vision de la maladie. Donc là, tu comprends mieux pourquoi quand tu as mal, des fois, bah, même si tu vas prendre un anti-inflammatoire, ça ne va rien faire. Donc, j'en reviens à ce que j'ai mis en place. Donc, j'ai dit, il y a l'alimentation, il y a donc des choses pour m'aider à la gestion de la douleur. Il n'y a pas seulement que les plantes, d'accord? Donc, il n'y a pas seulement que les plantes. J'ai aussi, alors ça rejoint peut-être mon métier. Je suis professeure de yoga, donc pour ceux qui, pour si c'est la première fois que tu m'écoutes. Donc forcément, j'ai aussi une hygiène de vie par rapport à cette pratique. Je suis obligée de pratiquer, c'est mon métier. Donc j'ai aussi beaucoup travaillé, ça reste une merveilleuse, le yoga pour moi c'est une merveilleuse thérapie aussi somatique. Donc ça te connecte aussi beaucoup à ton corps, à tes ressentis, à tes sensations, à qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens. Euh, Énergétiquement aussi, à ton mental, à tes émotions, à vraiment tout. Pour moi, c'est aussi une technique et une pratique de libération émotionnelle de ce qui est stocké dans notre corps, de notre énergie, mais c'est également pour nous aider justement à libérer, à guérir. C'est juste incroyable. Et donc moi, dans ma pratique de yoga qui a beaucoup changé, donc moi aussi, ma pratique sportive a beaucoup changé. C'est-à-dire que pour le yoga, maintenant, j'ai pas du tout le même yoga qu'il y a avant où j'étais dans quelque chose de très dynamique, de très physique. Quand j'avais commencé le yoga, c'était 1 an après le CrossFit où moi je recherchais vraiment cette quête aussi de performance, où j'avais pas forcément, encore une fois, cette vision d'un yoga beaucoup plus spirituel et beaucoup plus thérapeutique. C'est venu après, lorsque j'ai eu mon éveil vraiment spirituel, ça je t'en parlais un petit peu dans l'épisode 2 où ça m'a fait cheminer euh, intérieurement, donc ça m'a fait questionner en fait tout ça lorsque je suis partie une deuxième fois en Angleterre. Décidément, l'Angleterre c'est un pays où tu peux t'éveiller, hein, il doit y avoir un truc assez énergétique, hein. De toute façon, c'est des pays nordiques hein, pour moi. Donc je te dis pas de partir en Angleterre hein, si tu veux avoir ton éveil, mais moi ça fait partie de mon cheminement. Et donc, ma vision a beaucoup changé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis pas du tout dans un yoga de performance. J'aime des fois pratiquer. J'adore les inversions, par exemple. Mais mon but là maintenant, c'est tellement de me sentir bien dans mon corps, dans ma tête, dans mes énergies, dans mon potentiel aussi. Que j'ai un yoga maintenant qui est beaucoup plus doux, qui est beaucoup plus respectueux aussi de qui je suis en tant que femme, de ce que je traverse, de ma maladie, de tout ça. Donc, je travaille beaucoup sur de la respiration, je travaille beaucoup sur de la méditation, je travaille beaucoup sur des mouvements qui vont me connecter aussi à cette sphère féminine, cette sphère énergétique en lien avec la philosophie du yoga. Donc, je travaille aussi beaucoup sur du coup les chakras qui sont ciblés aussi par rapport à la maladie. Et je suis moins dans cette quête en fait de performance. Donc ma vision sportive aussi a énormément changé, c'est-à-dire que maintenant aujourd'hui je pratique plus le CrossFit pardon comme avant. Donc quand j'ai commencé le CrossFit, j'étais à fond. Après j'étais à fond parce que j'étais aussi
à un stade de ma maladie qui était peut-être moins important qu'aujourd'hui. Donc même si j'avais toujours des fois ces douleurs menstruelles, je ne pratiquais plus pendant mes menstruations. Mais il y a des moments où c'était difficile pour moi d'aller aussi même pratiquer le crossfit. J'avais toujours peur, par exemple, sur des mouvements d'haltéro, de me taper la barre dans l'aine, dans le pubis, parce que c'est là où j'avais eu mon fibrome, même après mes opérations. Voilà, il y avait plein de choses où des fois c'était compliqué. Et en fait, au fur et à mesure, quand je me suis renseignée là, pendant toute cette année après le diagnostic, et c'est là où je me suis dit, ok, c'est ça. En fait, ça me fait plus de mal, entre guillemets, qu'autre chose, même si le sport a des merveilleuses vertus et qu'il faut faire du sport, il faut bouger ton corps. Ok, bouge ton corps. Bouge ton corps, choisis la manière, choisis des pratiques qui vont être douces, choisis des pratiques où des fois ça va aussi te challenger un petit peu pour te faire plaisir, pour sortir de ta zone de confort, entre guillemets. Alors bien sûr que quand tu peux pas, tu ne peux pas et c'est ok. Mais des fois ça fait du bien aussi au moral. Ok, le sport, même si ça crée un stress dans le corps, tu as quand même après la sécrétion des endorphines qui font qu'on se sent bien, tu libères aussi, c'est aussi une libération énergétique, une libération émotionnelle. Mais attention, c'est-à-dire que quand tu as déjà un corps qui est inflammé, si tu vas faire des sports à haute intensité, tu peux et tu risques de créer encore plus d'inflammation dans le corps vu que tu sécrètes plus de cortisol, d'adrénaline ou autre. Donc ça peut aussi avoir un effet inverse. Donc c'est pour ça que moi, ma pratique du CrossFit a beaucoup changé. Aujourd'hui, je le fais vraiment par plaisir. Je le fais vraiment par plaisir parce qu'avant, je pratiquais le CrossFit mais 5 fois par semaine, j'étais à fond. Je me souviens avec ma soeur, on était à fond. On faisait en plus tout des spécifiques. Enfin, des fois, on passait 3 heures à la salle de CrossFit. J'étais pas dans le même état qu'aujourd'hui. J'avais pas le même âge non plus. Voilà. Et je regrette pas du tout. Ça m'a fait énormément de bien. J'adore ce sport. C'est aussi un sport que j'ai enseigné aussi. Voilà. Mais encore une fois, moi, ça a beaucoup changé. Donc, c'est-à-dire que toutes les personnes, même dans mon coaching, quand j'enseignais le CrossFit, j'étais beaucoup aussi dans l'écoute du corps, dans l'écoute de l'énergie, de comment tu te sens. Est-ce que ton corps, il a mal quelque part? Et pas juste, bah vas-y, allez, tape dedans, charge ta barre, allez, il faut y aller. Moi, je suis pas du tout comme ça dans mon coaching, quand j'enseignais le CrossFit et même dans ma pratique, quand j'enseigne le yoga, c'est-à-dire que même quand j'ai 2 cours, hein, donc les cours que je fais en propose en collectif, même dans un cours qui est plus dans une énergie plus feu, plus yang, je dis toujours écoutez-vous. Déjà, je demande toujours avant comment ça va, physiquement, mentalement, etc. Est-ce qu'il y a des douleurs ou autres. Parce que des fois, tu peux pas en fait, t'as pas envie, ton corps, c'est pas ce dont il a besoin. Ok, donc ça c'est super important parce que ça te place vraiment, comme je t'ai dit, dans de l'écoute profonde. Euh, donc, le sport, le mouvement, comme je t'ai dit, essaye d'avoir des choses qui vont te faire du bien et qui te font plaisir. Des fois, quand moi je suis dans des crises d'endo, parce que j'en ai encore, d'accord, même si depuis un an, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans mon alimentation, où je me sens un petit peu plus légère, je me sens mieux, même si dans les douleurs, j'ai eu des périodes où j'ai eu des périodes où j'ai pas eu mal. J'ai eu des périodes où je me sentais mais super bien. Et j'ai eu, même là, récemment, quand je t'écris cet épisode, il y a une semaine, où là j'ai eu une crise d'endo presque pendant une semaine, où bah voilà, j'étais mal. Et j'étais encore en train de pleurer. Donc tout ça pour te dire que c'est un cheminement, vraiment. Et j'en reparlerai après. Mais ça va quand même mieux. Je vais vers du mieux. Et mon état d'esprit aussi vers là, même si des fois c'est très dark, hein. Euh, Donc le mouvement est important, même si des fois, et quand moi je suis en crise, et que c'est compliqué, et que je sens que mon corps, j'ai l'impression d'être vieille, où tout est compressé, où je n'arrive pas à me tenir droite, où je n'arrive pas à marcher, où j'ai l'impression que tout mon bas-ventre, mon bassin est congestionné, et puis ben, j'ai mal à mon sacrum, et puis j'ai mal là, j'ai mal partout en fait. Et, euh, et je me dis, mais putain, c'est pas possible.
Et j'essaye de faire quelque chose de doux, j'essaye de faire quelque chose qui va me reconnecter à mon corps. C'est-à-dire que ça peut être juste me masser un peu le ventre, ça peut être de remettre un tout petit peu de mouvement, on sent des petits mouvements circulatoires du bassin, même si c'est douloureux, mais juste de faire recirculer l'énergie. Et des fois, ça amène des larmes, alors je laisse les larmes couler également. Les larmes, elles sont aussi, c'est aussi la libération vraiment émotionnelle, une libération de plein de choses. Donc, te retiens pas de pleurer quand tu as envie de pleurer. Comme quand tu es en colère, parce que des fois, tu seras en colère. Tu seras en colère contre toi, contre la maladie, ok. Donc voilà, remettre un petit peu de mouvement. Ensuite, dans ce que ce que j'ai fait également, de pragmatique, on va dire, c'est-à-dire que je t'invite aussi à aller voir un professionnel de santé qui est axé sur le corps, c'est-à-dire de la kiné, mais pas n'importe quel kiné. Choisis vraiment un kiné qui est spécialisé dans les douleurs pelviennes, qui est peut-être spécialisé dans l'endométriose, dans le périnée, enfin vraiment dans cette sphère uro et aussi gynécologique, voilà, pour t'accompagner au mieux. Comme je t'ai dit, le point positif, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent maintenant, donc en fait, euh, les gens sont de plus en plus formés aussi par rapport à l'endométriose, par rapport à d'autres maladies aussi hein, gynécologiques. Donc ça c'est super. Donc choisis bien quelqu'un voilà qui est axé là-dessus et quelqu'un qui est dans de l'écoute, qui est toujours dans de la douceur, dans la bienveillance et dans le respect de ton intégrité. Je te conseille aussi l'ostéopathie. Moi, j'adore l'ostéopathie. L'ostéopathie, ça me fait mais vraiment énormément de bien. Si je peux faire de l'ostéopathie, mais tous les mois, voire 2 fois par mois, bah, je le ferai. Après, bah, bien entendu, c'est un budget et ça, c'est toujours chiant parce que tu te dis que c'est toujours les techniques qui sont super et qui aident énormément qui font qu'elles ne sont pas remboursées par la Sécu. Même si, oui, on a déjà beaucoup de chance en France. Mais bref, c'est relou quand même. Parce que des fois, ça te crée un sacré budget, l'endométriose. Ça aussi, il faut en prendre compte. C'est-à-dire que si tu veux guérir, si tu veux aller mieux, bah, ça va t'obliger quelque part, des fois, à faire un travail sur tes finances, voilà, prioriser certaines choses. Et moi, c'est des fois, je suis obligée de faire ça, c'est-à-dire que si tu veux prendre soin de ta santé, bah forcément, tu as l'alimentation. Tu vas avoir des plantes, des compléments alimentaires, tu vas devoir aller faire justement des soins, des choses. Et en fait, ça peut vite grimper. Et je crois qu'on s'en rend pas compte. Et quand des fois t'as un tout petit budget ou même des fois t'es frustré, et moi ça m'est déjà arrivé d'être frustrée parce que j'ai besoin d'avoir un soin, j'ai besoin d'être aidée même psychologiquement et en fait je ne peux pas me payer ces soins parce que bah, en fait ça rentre pas dans mon budget mensuel ce mois-ci parce que bah, c'est peut-être un peu plus ric-rac et que voilà. Et je suis frustrée en fait par rapport à ça. Et là, des fois, bah, c'est chiant en fait, c'est chiant. Après, bien sûr qu'il y a toujours des choses que tu peux faire pour t'aider, mais des fois, on a besoin d'aide. Tu vas avoir besoin d'aide. Tu vas avoir besoin de thérapeutes qui travaillent sur le corps. Tu vas avoir besoin de thérapeutes qui travaillent sur l'aspect psycho-émotionnel. Dans les autres choses qui m'ont beaucoup aidé, le CBD m'a énormément aidé, le CBD m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, voilà, encore une fois, ça rentre dans le budget. Ensuite, dans le côté alors pragmatique et un peu plus aussi, là je vais basculer aussi sur le côté plus subtil. Je suis allée voir une psychologue, voilà, déjà je suis allée voir une psychologue parce que j'ai eu des périodes où c'était difficile psychologiquement, où j'avais beaucoup de détresse, où j'avais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, en lien avec mon endométriose, mais pas seulement, aussi avec ma sphère personnelle et professionnelle. Et j'avais besoin, voilà, je savais qu'il y avait des blocages, qu'il y avait des choses qui me freinaient, qui me faisaient du mal, une certaine souffrance qu'il fallait aussi dont je me libère.
Ça, c'est super important. Je crois que je prêcherai jamais assez d'aller voir des professionnels de la santé mentale pour t'aider, endo ou pas. Je pense qu'on a tous besoin d'aller parler, d'aller faire des techniques qui vont nous aider. Donc là, moi, je t'invite à te tourner plutôt vers des techniques de libération émotionnelle, des techniques aussi de reprogrammation au niveau de ton système nerveux, au niveau de l'inconscient, etc. Donc moi, je suis allée voir une psychologue qui faisait de l'EMDR et on a travaillé sur l'endométriose. Elle accompagne énormément de personnes, de femmes qui ont de l'endométriose. Et donc là, je vais basculer petit à petit sur le subtil et l'énergétique. Pour moi, en tout cas, ma vision de la maladie, pour moi, la maladie, et c'est vraiment un messager. La maladie est pour moi aussi un trauma, un plein d'émotions vécu, passé dans cette vie-là, de tout ce que tu as pu vivre, pas seulement depuis que tu es né, mais bien avant, c'est-à-dire avant ta conception, dans le ventre de ta maman, mais aussi avec ta lignée féminine. Et ça, je l'avais dit dans le premier épisode. C'est-à-dire que l'endométriose, il y a beaucoup de mémoire en lien avec de la violence physique, de la violence sexuelle, des abus, des viols, etc., etc. Ça, je te l'ai dit dans le premier épisode. Que tu peux ne pas forcément avoir vécu dans cette vie-là, euh, d'accord? Donc, c'est-à-dire que ça peut être aussi une mémoire d'un de tes ancêtres qui a vécu des choses traumatisantes et qui font que ça t'impacte et qui fait que toi, bah, tu as cette maladie gynécologique. Et donc tout ça, moi, c'était important. Donc j'ai travaillé sur le transgénérationnel. C'est pas fini, hein, je suis toujours en chemin. Le MDR m'a aidé à comprendre aussi certaines choses, certaines mémoires que j'avais. Ça m'a permis aussi de me soulager. Je suis toujours en chemin par rapport à ça. C'est-à-dire que pour moi, je pense que mon endométriose est non seulement peut-être rattachée à des choses que j'ai vécues, des traumas de cette vie-là maintenant, hein, de vraiment, mais aussi dans quelque chose de karmique, entre guillemets, de mes ancêtres. Donc, il faut que tu puisses prendre cette maladie vraiment de manière holistique, c'est-à-dire que tu ne vas pas seulement travailler que sur le corps, que sur le mental, que sur l'émotionnel. Tu as besoin d'aller plonger des fois dans l'énergétique. Dans si tu crois, mais je pense que si tu écoutes cet épisode peut-être et que si tu écoutes aussi depuis le début ce podcast, on est aussi rattaché à ça. Donc ça va te faire rattacher justement sur le côté vraiment spirituel. Pour moi, ce n'est pas anodin si j'ai ça. Même si c'est très très difficile par moment d'aller de se dire ah putain je suis malade et j'en chie mais vraiment des fois j'ai vraiment de la colère et j'ai beaucoup ce sentiment d'injustice qui m'imprègne encore où je me dis où ça me place par moments dans ce côté un peu victime même si on n'est pas tous des fois on ne sait pas des fois c'est pas notre faute, c'est ça aussi qui est important, c'est pas ta faute, ok? Donc sors de ce côté, oui, j'ai une endométriose, tout ça c'est de ma faute, bah, tout ça c'est parce que voilà, la faute de mes parents, la faute de mes ancêtres, c'est de ma faute parce que j'ai agi comme ça, j'ai mangé comme ça, nanana. Ok, sors de ce cadre-là. C'est pas de ta faute, ça faut te le sortir. Faut arrêter aussi les gens qui disent ah oui, bah, tout ce que t'arrive dans ta vie, donc ça c'est un truc New Age et qui m'agace et c'est du gros bullshit aussi, de tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est toi qui l'as créé, c'est de ta faute, c'est ta responsabilité. Non mais what the fuck, tu t'entends? T'entends le truc que ça peut impacter à quelqu'un qui est hyper fragile et qui est dans une grosse détresse, surtout dans sa maladie, qui est pas à un stade là d'entendre ça, mais ça, tu peux détruire quelqu'un en disant ça. Donc ça, c'est vraiment... moi, je te le dirais pas. Voilà, tout simplement, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, ça me replace beaucoup dans mon pouvoir personnel. Moi, j'ai vraiment cette sensation que l'endométriose, elle vient, euh, elle vient m'indiquer un message sur
sur moi, ce qui a créé forcément une certaine souffrance, parce qu'au bout d'un moment, le corps, il accumule tellement qu'il a que ce seul moyen pour exprimer ce qu'il a, des fois de manière très inconsciente. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui est long, c'est un travail qui va te demander beaucoup de patience. Ta guérison, elle va pas se faire du jour au lendemain. Donc moi, j'ai conscience de ça, que ça va pas se faire, bam, en claquant des doigts, même si ça peut être possible, il y a des guérisons qui sont miraculeuses. Il y a des guérisons miraculeuses. D'accord? Il y a des gens qui étaient en stade 4 d'un cancer ou même en soins palliatifs et euh, il s'est passé un truc, bam, et la personne, elle est en rémission et après, elle n'a plus rien. Elle n'a plus rien et elle n'est pas retombée dans un cancer. Donc ça vient aussi rattacher sur toi, sur comment tu as envie de voir ta maladie, dans quelle vision tu as envie d'aller et qu'est-ce que tu as envie de nourrir. Et moi, personnellement, j'ai envie de nourrir ça. J'ai pas envie de nourrir le côté dramatique de la maladie. J'ai pas envie de nourrir ça. Peut-être qu'il y a une part de moi aussi qui l'a, ok? Parce que c'est ok. Il y a cette part qui est en moi aussi, qui est remplie de peur. J'ai beaucoup de peur aussi par rapport à cette maladie. Euh, mais j'essaye au mieux en fait de pas aller nourrir ces peurs-là. Parce que je ne veux pas aller vers ça en fait. Et c'est aussi quelque part aussi un gros travail, et là je suis vraiment en cheminement par rapport à ça, l'acceptation. L'acceptation de se dire que peut-être je ne guérirai pas. Oh là là, le truc. Voilà, ça c'est fort et je suis encore en cheminement, tu vois, quand je te dis ça, hein, ça m'émeut hein, quand je te dis ça parce que accepter de peut-être de se dire que je ne guérirai peut-être pas. C'est un putain de lâcher prise, hein. Je me rends compte que c'est un putain de lâcher prise et toutes les femmes que j'accompagne, elles ont ce truc de lâcher prise en fait. Ce truc de vraiment de quelque part laisser couler. Et c'est des fois dans cette magie du lâcher-prise et de laisser couler justement que les miracles arrivent. Mais ça aussi, c'est un long travail, intérieur et extérieur. C'est un long cheminement. Donc c'est un travail de détachement au final. C'est-à-dire que je ne sais pas se laisser aller de dire que je ne fais plus rien face à la maladie, mais de dire que je vais faire des choses, je vais semer des graines et on verra bien ce qui va arriver. Et des fois, encore une fois, je te dis que ça va être très dur. Moi, il y a des fois, et même là, encore récemment, où je me dis, mais je vais pas m'en sortir. C'est dur. Et c'est dur d'être comme ça. Et je suis en larmes. Et je me sens, mais seule. Putain, mais on en parle de ce sentiment de solitude. Oh, je me sens seule. Parce que je me sens pas comprise. Parce que j'aimerais être entendue, soulagée, remplie d'amour, être juste soulagée. Parce que des fois, t'es tellement dans la douleur, t'as tellement mal, que ça fait partie de toi, limite. Le truc, ça a créé une entité à part. Et tu te dis, putain, elle sera toujours là, cette douleur. Et c'est ouf à quel point des fois ça peut te placer dans des endroits, comme je dis, très très sombres, où moi ça me... Voilà, ça crée de la souffrance. C'est pour ça que tu as besoin d'être aidé, c'est pour ça que tu as besoin d'être entouré. C'est pour ça, et entouré, c'est vraiment pas que, que par des professionnels de la santé. Tu as besoin de ça, tu as besoin d'avoir des professionnels de la santé, tu as besoin d'avoir des thérapeutes, tu as besoin d'avoir des gens aussi, des coachs, ok, que ça soit dans le yoga, que ça soit dans de la libération émotionnelle, que ça soit... En fait, vraiment, je t'ai dit, prends ça comme un gros écosystème, une grosse sphère que tu crées autour de toi pour ta maladie. La maladie, elle va te questionner aussi sur les gens autour de toi. C'est-à-dire que moi maintenant, vu que je suis dans ce processus de guérison, je fais tout pour essayer d'être dans un environnement qui soit le plus sain possible. Donc de ne pas être avec des gens qui vont venir prendre ton énergie, t'en as déjà pas énormément des fois, donc qu'est-ce que tu vas aller te faire chier avec des gens qui vont te rajouter du stress, qui vont te rajouter de l'anxiété, qui vont te bouffer énergétiquement et qui au final vont toucher à ta santé
mentale qui peut engendrer aussi ta santé physique, tu vois? Donc en fait, la maladie endométriose et toutes les maladies, elles viennent nous questionner sur ça en fait. Qu'est-ce que tu as envie de nourrir? Et là, c'est quand tu es malade, la priorité, c'est toi. C'est toi seul. Ça vaut aussi pour vraiment la manière dont tu as envie de vivre. Moi, la maladie, elle me fait questionner sur tout ça. Et j'en parle dans la newsletter de ce dimanche. Je t'invite à t'inscrire. Donc ça, c'est la petite aparté où je te donne encore plus de tips, plus de choses, plus de conseils par rapport à ça. Donc tu peux t'inscrire en téléchargeant le petit e-book La Morning Routine de la femme hypersensible, hein. Tu as tout dans les notes de l'épisode. Donc ça vient vraiment te questionner par rapport à ça. Moi, je vois vraiment tout ça maintenant. Mes relations, mon travail, comment j'ai envie de travailler, parce que j'ai pas envie de travailler en me tuant au travail, en n'ayant pas du temps pour moi. Donc en fait, ça me questionne, mais surtout, et c'est un truc de ouf, parce qu'en fait, c'est là où je disais dans le premier épisode que ça peut être vu comme vraiment un cadeau, entre guillemets, c'est-à-dire que j'ai l'impression que cette endométriose et cette maladie, elle vient au final te questionner sur qu'est-ce que tu veux profondément, c'est quoi tes désirs, c'est quoi tes rêves, mais vraiment ce que tu veux profondément. Et ça vient forcément te questionner sur ta féminité, toi en tant que femme, en tant que femme. Peut-être ton désir de maternité qui peut quand même se réaliser, même si tu es atteinte au niveau de ta fertilité et que tu ne peux pas avoir d'enfant ou qu'il y a un problème ou autre. Mais encore une fois, des miracles aussi existent. Et si tu peux pas être porteuse de la vie, tu peux le faire autrement, tu peux être une mère autrement. Mais ça, encore une fois, c'est un choix personnel. Tout est juste. Il n'y a vraiment aucun jugement par rapport à ça. Ce sont tes choix, ce sont ta vie. Donc vraiment, l'endométriose, elle te questionne sur ça. Moi, c'est ma vision vraiment de la maladie. Et donc, dans les autres techniques aussi énergétiques, donc j'ai travaillé aussi avec, j'ai fait des soins sonores tibétains. J'ai fait des soins énergétiques aussi. J'ai travaillé avec des médiums. J'ai travaillé aussi avec les cartes, alors en consultation avec des professionnels, mais aussi avec moi dans ma pratique, vu que je travaille avec les cartes. Je ne suis jamais tombée sur des charlatans, donc ça c'est vraiment important à dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai travaillé avec ces personnes-là, j'ai toujours eu un complément d'information. J'ai toujours eu ce truc qu'il y avait un truc avec mon sang, bref, voilà, qu'il y avait quelque chose avec la lignée de mes femmes, sans que je donne d'informations. Donc tout ça, c'était bien avant que je travaille aussi avec la psychologue sur le transgénérationnel. Avec la médium aussi, je n'en avais pas parlé, etc. Mais ça, ce sont mes croyances, ce sont ma vision. Moi, c'est comme ça que j'ai envie de travailler. Je te dis pas qu'il faut aller faire ça. Il y a d'autres choses que je vais faire également et mettre en place. Donc, choisis aussi ce qui résonne avec toi, ce qui vibre avec toi, ce qui peut t'aider. Attention, c'est ton pouvoir personnel. Je ne place pas mon pouvoir de guérison et mon pouvoir personnel dans ces personnes-là. C'est-à-dire que la guérison, le cheminement, c'est ma responsabilité. C'est mon travail intérieur, c'est mon travail extérieur, et c'est moi qui choisis de cheminer vers la guérison. Ce sont des personnes qui vont m'aider. Elles vont m'aider peut-être à libérer des choses, à comprendre certaines choses, à prendre soin de ma sphère physique. Elles m'accompagnent, mais elles ne me guérissent pas. C'est pas l'ostéopathe qui va me guérir. C'est pas la plante qui va me guérir. Ok? Pour moi, tout ça, des fois, c'est soulager. Certes, t'en as besoin. Et des fois, c'est euh, endormir des symptômes. Donc c'est pour ça aussi que j'ai pas voulu prendre de médicaments. Je ne me fais pas opérer. Un choix qui est personnel. Je dis pas qu'un jour peut-être je serais obligée peut-être de me faire opérer pour X, Y raison. Je ne peux pas me faire opérer. Enfin, je peux me faire opérer. En fait, j'ai mon fibrome. D'accord? J'ai un fibrome dans l'aine
droite, euh, où c'est vraiment celui qui me fait le plus mal, hein, dans toute mon endométriose, vraiment, en dehors des problèmes digestifs, de mon microblotte intestinal, vaginal, etc. et autres, c'est ce putain de fibrome là qui me fait mal. C'est-à-dire que ça me crée des douleurs neuropathiques, ça me crée de la congestion, ça me crée des adhérences, ça me bloque dans ma mobilité, dans ma manière de me tenir, de me déplacer, ça me freine, putain, mais dans mon travail, ça impacte plein de choses. Je peux pas, je peux me le faire opérer, tout simplement, il est mal placé. En fait, il est mal placé. Donc je l'ai vu, hein, je suis allée voir, tu vois, encore une fois, je n'ai pas délaissé la médecine allopathique, donc je continue à aller voir gynécologue. J'ai fait mes examens, IRM, scanner, échographie, tout ce que tu veux. Je vais continuer à consulter des médecins. T'es obligé, encore une fois, de voir le côté de manière holistique. Donc c'est pas ou, ou, c'est et, et, et. Point, d'accord? Donc ça, c'est super important. Et du coup, je peux pas, parce que, enfin, on peut le faire, encore une fois. C'est juste qu'il est tellement mal placé, il y a tellement de choses qui passent. Donc elle a dû même demander avec un neurochirurgien. Et en fait, il y aurait des conséquences et des séquelles importantes. Déjà, ce serait même pas une cystoscopie, c'est-à-dire qu'on devrait m'ouvrir directement. Donc, encore plus de risques hein, quand tu es sur des opérations comme ça, assez où on t'ouvre et pas, enfin, une grosse ouverture et pas forcément cystoscopie où c'est beaucoup moins intrusif. Et en fait, j'aurais des séquelles. Donc, moi, je le sens pas dans mes intuitions, dans mon corps. C'est pour ça que ça me rattache aussi à une écoute profonde de comment je le sens. Je l'aurais senti, je me serais dit, je l'aurais senti intérieurement. Vas-y, Jen, tu sens là, t'es alignée avec le truc, fais-le. Je suis pas alignée avec ça. Je vais pas être alignée avec ça. Psychologiquement, je vais pas bien le vivre. Inconsciemment, je vais pas bien le vivre. Je vais créer plus de trauma. Enfin, vraiment, le truc, voilà. Donc, je me suis dit, non, je peux pas. La nana, même si elle fait un travail magnifique et qu'elle est spécialisée là-dedans, elle ne le sent pas non plus. Donc, au bout d'un moment, je fais quoi? Donc moi, j'ai fait le choix de ne pas me faire opérer. Même si j'en chie, même si j'ai mal, et même si, putain, mais des fois, je donnerais tout pour qu'on m'enlève ce fibrome, qu'on m'enlève ces douleurs. Mais j'ai fait le choix, parce que j'ai peur. J'ai peur aussi des séquelles. D'accord? J'ai besoin de mon outil, de mon corps. C'est mon travail aussi. Je m'en sers pour travailler. Et je veux pas avoir des séquelles qui font qu'en fait je pourrais jamais faire machine arrière et que je vais regretter. Donc avant d'aller à cette opération, peut-être que je te dis, je devrais peut-être me faire opérer un jour, j'en sais rien, peut-être pas. Mais avant de faire ça, j'ai envie d'essayer tout le possible en dehors de ça. Voilà. Mais si toi, tu dois te faire opérer parce que tu n'as pas le choix, parce que tu sens qu'il faut que tu le fasses, fais-le. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Ok? Ça, c'est super important. Donc, voilà par rapport à ça. Je pense que je t'ai dit déjà pas mal de choses. Je vais m'arrêter là parce que l'épisode ça fait déjà vraiment plus d'1 heure. Il y aura de toute façon d'autres choses sur l'endométriose. Je pense que je vais te faire d'autres petits épisodes. Il y a d'autres choses qui vont venir en lien aussi avec le féminin. En lien, il y a déjà des choses sur le podcast, sur le cycle menstruel. Il y a des ateliers qui vont voir le jour. Il y a vraiment plein de choses que j'ai envie de mettre en place pour t'aider à cheminer. Voilà, on est encore une fois ensemble. Moi, je peux également t'accompagner. Donc, dans mon programme Éclosion, qui est un accompagnement sur 3 mois, on aborde justement le cycle menstruel. On aborde l'alimentation, on aborde le corps, on aborde le côté euh, mental, le système nerveux, je t'en ai pas parlé, mais ça va être super important de prendre soin de ton système nerveux, d'accord? Surtout quand tu as de l'inflammation, quand tu as des douleurs, c'est souvent les douleurs neuropathiques ou autres, c'est que tu as ton système nerveux aussi qui est dérégulé, qui n'arrive plus à bien traiter l'information, et c'est pour ça que des fois tu peux avoir des douleurs alors que tout se passe relativement bien, entre guillemets. Donc voilà, il faut apprendre à réguler ce système nerveux, à travailler vraiment sur
surtout. Et donc tout ça, on le fait avec mon accompagnement éclosion, qui est un accompagnement qui peut se faire à distance et en présentiel. Je te mettrai toutes les infos dans le descriptif de cet épisode où ensemble je t'aide, je t'accompagne à créer cette routine vraiment qui va te soutenir dans ton processus de guérison, dans ta reconnexion au corps, dans ta reconnexion à tes énergies féminines mais aussi masculines, hein, cette énergie masculine qui va te permettre justement de reprendre ton pouvoir personnel, de passer à l'action. Voilà, voilà, je te remercie pour cette écoute. Je te souhaite vraiment une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à très bientôt et surtout, prends soin de toi. Tu es la personne la plus importante. Je t'embrasse. Bye bye.